C'est l'une des histoires de la journée, ça s'est passé hier soir, mais il y a des conséquences aujourd'hui. C'est l'évacuation musclée des migrants hier soir, place de la République à Paris. La police des polices a été saisie. Une première enquête est ouverte à la suite d'un croche-pied fait sur un migrant par un policier. Selon nos informations, il s'agit d'un commissaire divisionnaire. On va vous en dire plus dans un instant. On apprend à l'instant que le parquet de Paris ouvre une enquête concernant un journaliste qui aurait été molesté également pendant la manifestation. Le bâtonnier de Paris a également protesté puisqu'il y avait des avocats en robe qui, eux aussi, ont été bousculés. Ce matin, le préfet de police de Paris a remis son rapport demandé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui lui-même avait jugé choquantes les images de cette manifestation. Alors, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ça a dégénéré? Est-ce que la police est en train de perdre ses nerfs? On va en parler avec l'organisateur de ce rassemblement hier de migrants en place de la République, c'est Yann Manzi. Bonsoir, vous êtes cofondateur et directeur général Utopia 56. Daniel Simonet, vous étiez sur place? Vous allez nous dire ce que vous avez vu. Vous êtes conseillère de Paris et oratrice nationale de la France Insoumise. Notre consultant sécurité également est là, Guillaume Farbe. Bonsoir Guillaume. Et on va donner la parole tout de suite au policier Denis Jacob, secrétaire général d'Alternative Police, avant d'accueillir le député Chenu qui est à l'Assemblée nationale. Monsieur Jacob, bonsoir. Mais que s'est-il passé? Vos collègues ont pété les plombs hier? Non, pas du tout. Mes collègues n'ont absolument pas pété les plombs et en tous les cas ont essayé de faire du mieux qu'ils pouvaient sur cette affaire place de la République. Alors il y a certes deux affaires en cours d'instruction de l'IGPN et il n'est pas question d'aller contester un seul instant les images qu'on a pu voir et l'IGPN dira et établira les responsabilités. Pour autant, moi ce que je pointe ce soir, c'est la responsabilité des autorités elles-mêmes et j'attends également de l'IGPN que M. Darmanin a diligenté, qu'elle fasse une enquête pour établir les failles qui ont pu avoir lieu et pour lesquelles j'ai certains éléments aujourd'hui pour dire que le dispositif qui a été prévu pour gérer ce rassemblement qui, je le rappelle, était un rassemblement illégal puisqu'aucune autorisation n'a été accordée. Donc je rappelle aussi que vis-à-vis de la loi, quand il y a un attroupement sur la voie publique et que ça pose une question de trouble à l'ordre public, eh bien la police elle est là aussi pour faire son travail et faire en sorte que ce trouble cesse dans les meilleurs délais. Donc s'agissant... Oui. Non, simplement, je voudrais vous dire quelque chose. Oui, le dispositif, mais je voudrais quand même vous dire quelque chose, parce que ce qui choque, c'est notamment l'image de ce croche-pied fait sur un migrant par un policier. Selon les informations recueillies par notre journaliste Raphaël Maillochon, il s'agit d'un commissaire divisionnaire de la BAC 93 Nuit. Donc on est quand même assez stupéfait d'apprendre que c'est un commissaire qui se permet ce type de dérapage. Écoutez, je dirais que quel que soit le grade dans la police nationale, ce genre de comportement, de geste, n'a pas lieu d'être. C'est d'autant plus grave, bien évidemment, quand il s'agit d'un haut gradé, puisqu'il est censé lui-même montrer l'exemple à ses troupes. Moi, ce que je dis, et c'est important de le dire parce que vous parlez, je n'ai pas cette information, hein, c'est vous qui me l'apprenez, d'un commissaire divisionnaire de la BAC 93. Moi, ce que je pointe du doigt, c'est pourquoi les effectifs de la direction de l'ordre public et de la circulation de la préfecture de Paris, qui est un service qui est censé gérer le maintien de l'ordre, n'a pas été prolongé dans sa mission, puisqu'ils sont censés finir en fin d'après-midi, enfin en début de soirée, puisqu'ils terminent leur service vers 20h. Pourquoi, sachant qu'il y avait ce rassemblement illégal, pourquoi n'avons pas décaler un certain nombre d'effectifs de cette direction qui est formée, qui est habituée à la gestion des rassemblements de manifestations du maintien de l'ordre? Pourquoi on ne les a pas décalés le temps qu'il fallait, plutôt que de dire bah non, vous pouvez rentrer chez vous, et d'employer des effectifs qui, eux, quoi qu'il en soit, ne sont pas prévus pour gérer du maintien de l'ordre. Donc en plus, il y a une mauvaise gestion alors. Il y a une mauvaise gestion des effectifs et du dispositif. Restez avec nous, parce que je voudrais faire réagir ceux qui étaient sur place, c'est-à-dire l'organisateur Yann Manzi et Daniel Simonet, comme élu politique. Yann Manzi, quand vous apprenez que c'est un commissaire divisionnaire qui commet ce croche-pied, alors c'est un policier, hein, il ne s'agit pas d'accuser toute la police, mais là, on a un fait précis. Alors, je voudrais déjà rectifier une petite chose, on n'est pas les organisateurs, c'est les exilés. Et à la demande des exilés, en accompagnement avec les exilés, qu'on a fait cette action. En rien, on est les organisateurs.
Oui, mais c'est pas les migrants afghans qui ont décidé d'aller place de la République précisément avec leur tente. Tout C'est seul. les migrants qui nous ont Tout seul. dit il faut faire une action de visibilisation. Oui. La chasse qui est organisée depuis mardi soir et le millier de personnes qui n'a pas été pris en charge par l'État et qui a été dispersée sur le territoire. Et depuis mardi soir, nous vivons dans Paris et les images l'attestent. Depuis le démantèlement du camp qui était du côté de Saint-Denis. C'est ça, et 1000 personnes sur le carreau. Et la place de la République, c'est vous qui l'avez choisi. On l'a choisi en collaboration avec les associations afghanes qui sont statutaires sur le territoire français et des gens, on a travaillé ensemble, c'est pas moi qui ai choisi. Mais c'est vrai que c'est une manifestation qui n'est pas déclarée, on est en période de confinement, donc dès le départ, il y a une tension possible. On peut imaginer, par contre, elle est tout à fait pacifique et quand la police arrive, tout est calme, on a des élus, on a des avocats, on est pacifique, on n'est pas là pour taper, pour se battre. Mais l'intention, c'était que les migrants s'installent avec leur tente durablement sur cette place ? Non, l'idée, c'était de tout simplement dire à l'État qui n'a pas pris en charge ces 1000 personnes qui étaient sur le camp de Saint-Denis, que ces personnes étaient là, et que la dispersion et l'action qui est menée depuis mardi soir, elle est chassée dans tout le nord de Paris, elle est chassée toute la nuit, elle est harcelée, elle les empêcher de dormir, doit s'arrêter. Et c'est simplement ça, à la demande des populations qui sont chassées, de se regrouper pour être visibles et pour pouvoir imaginer se faire voir en fait. Guillaume Fard, le policier nous explique que c'était pas forcément les bons escadrons qui étaient sur place. Pourquoi en fait ? En fait, il y a plusieurs problèmes qui s'imbriquent. D'abord, de savoir si cette opération c'est de l'ordre public ou si c'est une évacuation. Parce que comme le disait monsieur, l'ordre public c'est caractérisé par des troubles à l'ordre public. Mais on avait des personnes qui étaient calmes, qui s'étaient installées pacifiquement sur la place de la République. Donc c'est plutôt une évacuation. Donc c'est une évacuation pour occupation illégale du domaine public. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est qui intervient ? Alors vous avez deux options. Soit vous intervenez vite avec les fonctionnaires qui sont disponibles, soit vous prenez le temps d'intervenir un peu plus tard avec des personnes qui sont plus spécialisées des évacuations et aussi de l'ordre public. Là, l'option qui a été retenue, c'est d'intervenir vite. À partir de là, vous prenez les fonctionnaires que vous avez sous la main. Les fonctionnaires que vous avez sous la main, au cas d'espèce, ce sont des policiers, des BAC. Donc des gens qui, d'ailleurs pour certains on les a vus à l'image, sont venus en jean basket et ne sont absolument pas formés, ni coutumiers de ce type d'opération-là. Il y avait un escadron de gendarmes mobiles. Voilà, ça sont des spécialistes. Et donc des effectifs, des BAC, et il y avait aussi les compagnies de sécurisation d'intervention. Oui, exactement. Donc en fait, c'est une opération qui n'est pas une opération menée par des professionnels du maintien de l'ordre, que l'on envoie en sous-nombre et sous-équipés, parce que pour beaucoup d'ailleurs, ils n'ont aucun équipement de type protection individuelle, de type casque de maintien de l'ordre, et donc on leur demande d'aller au contact. Et après au contact, vous avez des échanges de coups de part et d'autre, et vous avez des personnes qui, d'ailleurs n'étant pas spécialistes, vont avoir des comportements qui ne sont pas conformes ni à la réglementation, ni à la déontologie. Donc c'est un peu ça aussi que voulait dire Denis Jacob, c'est qui a donné l'ordre d'intervenir aussi vite à des personnes qui n'étaient pas expertes de cette matière, parce que l'ordre public, ça ne s'improvise pas. Daniel Simonet, vous comprenez cette explication ? Non, absolument pas. Il y a d'abord toute une chaîne de commandement inacceptable. Le ministre Darmanin, le préfet Lallement ont une part de responsabilité, et c'est eux les premiers responsables. Pourquoi ? Parce que Darmanin, il a condamné. Hein. Vous avez il a un État... Je vais vous dire une chose. Ce qui est grave, c'est pas simplement de voir un commissaire divisionnaire de la BAC en train de faire des croche-pieds, en train de taper, donc en train d'user de la force de manière totalement disproportionnée. Ce qui est totalement inadmissible plus globalement, c'est quand vous avez 500 à 1000 personnes à la rue, à Paris, en pleine situation de confinement, avec l'hiver qui commence. Quelle est la réponse du pouvoir ? C'est d'envoyer les matraques, d'envoyer les gaz lacrymogènes, au lieu de mettre à l'abri tout le monde. C'est ça le scandale. C'est ça qui est inadmissible. C'est ça qui est intolérable. Et je vais vous le dire, l'État est hors la loi. Parce qu'il y a une obligation d'hébergement inconditionnel pour toutes les personnes, quelle que soit leur situation administrative. Vous avez ici des demandeurs d'asile, ils doivent être hébergés. Vous avez des déboutés du droit d'asile, eh bien la loi prévoit également l'obligation pour l'État de les mettre à l'abri. Vous avez parlé en plus du contexte sanitaire de confinement, mais raison de plus pour l'État, s'il n'est pas capable, pour des raisons humanitaires, pour des convictions républicaines, de mettre ces hommes et ces femmes à l'abri, qu'il le fasse au moins sur les questions sanitaires. Non, même pas. Et résultat, où en est la situation ? Est-ce que les personnes... Est-ce que vous n'avez pas poussé aussi à cette situation hier soir ? Non, absolument pas. Est-ce qu'il n'y a pas eu d'instrumentalisation aussi des gens qui sont effectivement dans la plus grande pauvreté, la plus grande misère ? La semaine dernière. Non mais pardon, je termine, Daniel Simonet. Vous saviez très bien que ça allait finir comme ça. Le scénario était un peu écrit par avance. Non, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Dans la nuit de lundi à mardi, l'opération
honteuse de la préfecture sur le campement de Saint-Denis. Il ne faut pas les évacuer le campement, il ne faut pas les mettre à l'abri. Il faut les mettre à l'abri. Mais 1000 qui ne sont pas mis à l'abri, monsieur. 1000 personnes. Mais monsieur, 1000 personnes en temps de Covid. D'accord, mais ils étaient où avant ? Ils étaient sous des tentes à Saint-Denis. La situation n'était pas meilleure. Non, mais monsieur, il fallait les mettre à l'abri. Bien sûr. Ces populations, par contre, il fallait pas. Mais pourquoi on les a pas tous mis à l'abri ? C'est ce que je comprends pas. Mais monsieur, voilà, on en est là. Pourquoi sur les 3000, il y en a 1000 qui se retrouvent dehors ? On les a chassés dans la rue. Je pose la question. Moi, je pose la question. On pose la question à la préfecture. Quelle est cette manipulation ? Pourquoi, alors que les associations ont dit à l'État que c'était un des plus gros démantèlements parisiens, qu'il allait avoir beaucoup plus de 3000 personnes. Il y en a malheureusement régulièrement des démantèlements. Et voilà, donc 65e opération de démantèlement, parce que l'État ne planifie pas les solutions d'hébergement et a une gestion totalement indigne. Mais simplement sur hier soir, est-ce qu'il n'y avait pas le risque justement de ces tensions, de ces affrontements ? Lorsque vous décidez de faire cette opération spectaculaire, illégale, en temps de confinement, avec des militants, des responsables politiques, est-ce qu'on ne crée pas la situation pour que ça termine mal ? C'est à la demande de ces populations, monsieur. Nous ne sommes pas les organisateurs de mouvements comme ça. Mais il n'y avait pas un piège, en fait, tendu aux forces de l'ordre ? Monsieur, ils sont cachés sous les ponts, chassés par la police toute la nuit, dans l'impossibilité de dormir. Entendez, monsieur, que si eux, ils restent isolés et ils ne sont pas en masse et visibles, ils sont perdus d'avance. Alors, je voudrais que Sébastien Chenu... On meurt dans la rue. Je voudrais que Sébastien Chenu, le député du Nord, porte-parole de l'Assemblée nationale, réagisse. Il est en direct de l'Assemblée nationale. On a une police en roue libre, hors de contrôle. Non, ce que je crois, c'est que c'est la rencontre hier soir à la fois d'une irresponsabilité manipulatrice que sont toutes ces associations politisées soutenues par la France Insoumise qui mettent des pauvres gens place de la République pour créer les conditions d'un conflit alors que la manifestation est illégale. Et c'est la rencontre avec un État à la fois incompétent, qui ne sait pas procéder à une évacuation en public, qui met ce qu'on appelle des baqueux évidemment sur la place alors que ce n'est pas leur rôle, et qui derrière est lâché. Ces policiers sont lâchés par Gérald Darmanin. Donc on a à la fois d'un côté des irresponsables qui essaient de faire avancer un agenda politique qui est celui de la régularisation de gens qui n'ont rien à faire sur notre territoire, et de l'autre côté un gouvernement qui est incapable et qui en plus d'être incapable lâche les siens au milieu des opérations. Donc évidemment notre pays est pris en tenaille. Qui agissent mal ? Il faut toujours sanctionner quelqu'un qui agit mal dans le cadre de sa profession, et je crois que pour ce croche-pied, il y a une enquête qui a été ouverte. Je ne sais pas si d'ailleurs on en a fait aussi pour tous les croche-pieds faits aux gilets jaunes, mais je crois qu'il faut évidemment toujours sanctionner quelqu'un qui se comporte mal, mais on doit soutenir d'abord ces forces de l'ordre, et on doit surtout leur donner la capacité de maintenir l'ordre et d'évacuer un terrain lorsqu'il est occupé illégalement. Ces gens n'ont rien à faire chez nous, ces gens sont probablement des gens malheureux, mais nous n'avons pas la capacité de les nourrir, de les accueillir, de les héberger. Donc nous leur demandons de rentrer chez eux puisqu'ils sont déboutés du droit d'asile, c'est-à-dire qu'ils ne respectent pas notre loi. Nous leur avons dit non, ils n'ont pas la capacité à se maintenir sur notre territoire. L'État, à travers Gérald Darmanin, est incapable en réalité d'assurer aux Français cette sécurité minimale qui est celle de faire respecter la loi sur notre sol. Alors Sébastien Chenu dit ces personnes-là sont déboutées du droit d'asile. Quel est leur statut, vous qui les avez rencontrés ? Non, c'est pas vrai. Il dit n'importe quoi, comme souvent ce monsieur. Et moi, ce que je peux dire à ce monsieur, c'est certainement à cause de la montée du nationalisme qui se passe ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, que certaines forces de l'ordre se comportent aussi tout simplement de cette façon-là, parce que c'est des gens, bien sûr, qui font partie de ces mouvements nationalistes, et qu'il y a un vrai problème dans notre pays aujourd'hui sur ce sujet-là. Vous parlez des policiers ? Bien sûr. Vous dites que les policiers sont... Je ne fais pas de généralité, monsieur. Je dis qu'il y a un pourcentage dans cette police qui se comporte très très mal, que le sujet, on ne veut pas en parler. Par contre, c'est une réalité que vivent les exilés, que vivent les associatifs à Paris, à Calais et dans toutes les régions de France où on travaille au plus près de ces populations, et que ce n'est pas un sujet anodin. Et ça ne concerne pas ça concerne une frange de la police. Alors je voudrais me tourner vers le policier, puisque vous portez des accusations graves. Est-ce qu'il faut faire le ménage dans la police, Denis Jacob ? Alors écoutez, permettez-moi déjà de réagir. Je suis scandalisé par de tels propos, et scandalisé au fait de dire qu'on ferait de la chasse aux migrants toutes les nuits pour déloger ces individus quand ils étaient sur Saint-Denis, le long du périphérique, porte de la Chapelle. Ça a duré pendant des mois. Ils étaient où, ceux qui critiquent aujourd'hui l'intervention d'hier soir? On ne les a pas entendus, si ce n'est que d'organiser des mouvements, effectivement, dans un contexte politique particulièrement polémique sur la loi sur la sécurité globale. Donc moi, je suis une fois de plus scandalisé qu'on utilise la police, d'un côté comme de l'autre, pour faire valoir des arguments qui ne tiennent absolument pas la route. Pour répondre à votre question,
Le ménage, il est fait. Il y a plus de 3000 sanctions qui sont prises par an dans la police nationale sur des collègues qui ne se comportent pas bien. À chaque fois qu'il y a des faits, des faits concrets, notamment par des vidéos qui démontrent des actes inadmissibles qui n'ont pas à exister dans la police nationale, mon organisation syndicale a toujours été celle qui les a dénoncés. Parce que, je vais reprendre une expression que j'ai citée par ailleurs dans la journée chez l'un de vos confrères, moi je suis rentré dans la police nationale il y a une trentaine d'années, et à l'époque on m'a dit, si tu veux être respecté, il faut être respectable. Eh bien voilà, quand on veut être policier, et pour être respecté, il faut être respectable. Donc tout ce qui est contraire à la déontologie... les policiers, ça peut aider à justement repérer les mauvais comportements. Pardon ? Du coup, filmer les policiers, ça aide à repérer les mauvais comportements. Oui. Mais bien évidemment, mais vous savez, sur l'article 24 de la loi sur la sécurité globale, nous sommes partisans à la fois de protéger les policiers et leurs familles, parce qu'effectivement, il y a des faits où les policiers sont agressés à leur domicile parce que on les a pointés du doigt et on a appelé à les agresser sur les réseaux sociaux au moyen de vidéos, mais autant nous sommes déterminés pour faire respecter la liberté de la presse et le droit à informer, parce que c'est un droit fondamental de notre démocratie. Donc pour nous, il n'y a pas de débat là-dessus. Bien évidemment que tout le monde continuera à filmer, les journalistes comme les citoyens, et que tout ce qui sera contraire à la déontologie de la police devra être transmis à la justice pour que les enquêtes soient diligentées. Il n'y a pas de contestation là-dessus. Et pour répondre sur le ménage, quand j'entends qu'on serait un certain pourcentage de... Je vais prendre un terme fort, puisqu'en in fine, c'est ce que monsieur veut dire, qu'on serait des fachos. Je lui rappellerai quand même qu'en 2018, il y a eu des élections professionnelles. 95% des policiers qui se sont exprimés, donc qui ont voté, se sont prononcés pour des syndicats républicains, dont le syndicat majoritaire aujourd'hui est catalogué par certains de syndicat de gauche. Alors, excusez-moi, il y a peut-être une frange de policiers d'extrême droite, mais personnellement, j'en connais pas. Merci Didier Jacob. Didier Simonet, il y a tout ce débat autour des images. Peut-on oui ou non filmer les policiers avec le projet sécurité globale qui est d'ailleurs soumis au vote aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que le ministre de l'Intérieur a lui-même regardé les images filmées, il les a jugées choquantes, et c'est sur la base de ces images que des enquêtes sont aujourd'hui ouvertes contre certains policiers. Donc on voit bien qu'il ne faut pas adopter cette loi sécurité globale qui va organiser la surveillance généralisée de tout le monde, sauf des citoyens et des journalistes qui n'ont pas le droit de filmer la police. Donc c'est totalement inacceptable, cet article 24, ainsi que la globalité de la loi. C'est extrêmement grave. On a le droit de filmer, il faut être précis. Il sera toujours possible pour un journaliste de filmer, mais on ne peut pas utiliser les images pour un acte de malveillance à l'égard des policiers. C'est l'utilisation des images qui sera contrôlée. La loi déjà interdit d'utiliser de façon malveillante pour attenter à l'intégrité physique de qui que ce soit les images. Donc ça, c'est déjà dans le cas. Donc il faut que cette loi sécurité globale ne soit pas adoptée. La mobilisation est importante. Mais maintenant, que se passe-t-il ? Ils sont où ces réfugiés, ces exilés ? Ils vont dormir où ce soir ? Quelle est la proposition du gouvernement ? Parce que le problème, c'est celui-là. La mairie de Paris propose de les héberger. La mairie propose des lieux. Par exemple, les parcs des expositions qui sont absolument pas utilisés en ce moment. Mais la mairie de Paris a pu le faire plus tôt, d'ailleurs. Il y a aussi les hôtels. Il y a aussi les hôtels qui pourraient être réquisitionnés par le gouvernement. C'est une compétence de l'État, la question de l'hébergement des réfugiés. Pourquoi est-ce que l'État ne sursoit pas et n'accepte pas ces propositions ? Maintenant, ce qu'il est vrai, c'est que moi, j'estime que du point de vue de la mairie de Paris, même si c'est de la compétence de l'État, quand il y a une telle urgence humanitaire, il faut, même sans l'accord, et l'accord est donc le financement de l'État, ouvrir des lieux. Il y avait des élus Parce de que la quand mairie il y a une urgence humanitaire comme celle-là, on ne laisse pas les personnes en situation de danger pour leur intégrité physique à dormir dans la rue. Paris est une ville riche, rappelons-le. Guillaume Fard, c'est vrai que ce qui s'est passé hier intervient en plein débat sur la loi sécurité globale, en tout cas sur cet article 24 qui pose beaucoup de problèmes. Oui, d'abord, il ne faut peut-être pas réduire la proposition de loi au seul article 24, parce que la proposition comporte 32 articles, et la question de la captation d'images de policiers et de gendarmes, c'est un article sur 24. Le reste, ça parle de sécurité privée et de police municipale. Ça a quand même son importance, parce qu'il y a des débats de fond sur qui doit assurer la sécurité en France. Est-ce que ce sont les seuls policiers et gendarmes ? Est-ce que ce sont d'autres qu'eux ? Les polices municipales et la sécurité privée. On ne parle pas du tout de la sécurité privée. Il y a des enjeux très lourds à l'approche des Jeux Olympiques 2024. Très inquiétant d'ailleurs. Oui, mais ça demande un débat. Exactement. On est focalisé uniquement sur cet article. On ne peut pas réduire cette loi. C'est le problème des lois fourre-tout. Exactement. Il y a plusieurs sujets. Il y a l'interdiction des mortiers d'artifice. Enfin, il y a beaucoup d'articles. Ça mélange un peu les sujets. Mais on ne peut pas réduire tout le débat à cette loi. Et on ne peut pas dire
dire qu'on rejette l'intégralité de la loi sur le seul fondement de cet article. Il y a bien d'autres. Il y a énormément de raisons de rejeter cette loi. Il y a énormément de raisons de rejeter cette loi. En lui-même, le problème essentiel, c'est un problème de droit puisqu'on parle d'une loi, c'est qu'il crée un délit qui est un délit d'intention et que ça, juridiquement, c'est un peu fragile, que la censure du Conseil constitutionnel, elle est très probable pour ne pas dire certaine. Jean Castex va saisir lui-même le Conseil constitutionnel. Mais en réalité, comme c'est une proposition de loi et pas un projet de loi, ça passe pas pour avis devant le Conseil d'État. Et peut-être que si c'était passé pour avis devant le Conseil d'État aurait dit que cet article a de très grandes chances d'être censuré par le Conseil constitutionnel. Donc on en fait des caisses, si vous me permettez cette expression un peu cavalière, sur cet article-là. Qui finalement passera peut-être jamais. Alors qu'il y a des sujets qui sont des sujets essentiels sur l'organisation de la sécurité du pays, notamment les polices municipales. Il y a de grands affrontements doctrinaux entre le ministre de l'Intérieur, le maire de Grenoble par exemple. Est-ce qu'il faut les armer? Est-ce qu'il faut les armer d'armes létales? Est-ce que c'est aux collectivités d'en faire plus en la matière? Ce sont des sujets de fond qui ne sont du coup pas abordés et on se focalise sur un article qui lui a de fortes chances d'être censuré. C'est votre avis, Sébastien Chenu, vous qui êtes à l'Assemblée pour justement voter cette loi? Oui, absolument. C'est une toute petite loi, en fait. C'est une petite loi qui ne va pas ramener la sécurité dans notre pays. Ce sont des ajustements techniques. Nous, on est favorable et on l'a proposé à ce que, par exemple, les communes de plus de 10 000 habitants puissent avoir des polices municipales qui soient créées dans ces villes de façon automatique. Bon, ça n'a pas été retenu, évidemment. C'est une toute petite loi. Et cet article 24, la responsable de la France Insoumise sur le plateau ne connaît pas son dossier, n'empêchera pas, évidemment, les gens de filmer. Et Madame Simonet pourra aller filmer des policiers en action. Les journalistes pourront continuer et heureusement à faire leur travail. C'est simplement destiné à protéger des policiers qui retrouvent leur visage sur les réseaux sociaux avec leurs adresses pour des règlements de compte. Donc c'est une toute petite loi qui ne mérite pas autant d'affrontements à mon avis. Ce que la sécurité mérite, ce sont des moyens et une volonté politique. On a vu que Gérald Darmanin était capable dans l'hémicycle ici de défendre la police et puis sur le terrain de les lâcher. C'est ça qui est consternant, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique derrière. Merci Monsieur Chenu, je vous laisse repartir en séance puisque le vote va intervenir. D'ailleurs il est intervenu visiblement, enfin en tout cas on a le résultat. Et donc c'est un premier feu vert à ce texte controversé sur la sécurité globale qui est donné par l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas beaucoup de suspense puisque la majorité a voté pour. Mais où sont les migrants? Parce que moi c'est la question que je me pose. Une fois passée la polémique, ces migrants qu'on a vus place de la République, ils sont où là ce soir? Ils sont dans plusieurs arrondissements dans le nord de Paris, en dehors de Paris, ça c'est clair et net. Comme l'a dit Monsieur Lallemand, plus de campements et plus de points de fixation dans la région parisienne. Donc ces populations sont, pour prendre un modèle, comme un peu les populations roms à une certaine époque, repoussées encore plus loin de Paris. C'est le jeu de l'invisibilisation. On ne règle pas le problème. On le disperse, on le ventile. Et puis derrière, par contre, ces populations sont toujours dans une très grande détresse. Et bien sûr, derrière, une harmonisation et comme ce qu'on voit depuis 5 jours, c'est vraiment un quadrillage policier incroyable pour que ces populations reculent de Paris, s'écartent, qu'on ne les voit plus. Qu'on ne les voit plus. On invisibilise. Et le but de l'action d'hier, et à leur demande, c'est parce qu'ils savent très bien comment ça se passe. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils savent très bien qu'il faut se faire voir pour se faire prendre en compte, sinon on disparaît. Merci à tous. Il est 17h59, coup d'envoi de notre édition spéciale Emmanuel Macron qui part ce soir aux Français sur BFM TV à 20h. Et pour savoir ce que va nous dire